Le protocole de Toronto, 666. Fiction ou réalité, qui peut dire? Quoi qu'il en soit, selon certaines informations obtenues en province de France, mais surtout à la révision des événements survenus depuis les 25 dernières années, il apparaît que le scénario décrit dans ce document nous permet de mieux comprendre ce qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissait des plus incompréhensibles à plus d'un. Nous livrons en entier ce document, avec en plus une analyse des nouvelles conditions économiques actuelles qui, en elles-mêmes, semblent plus que confirmer l'authenticité de ce dernier. Fin juin 1967, à Montréal, c'est l'Expo 67. À Ottawa, ce sont les derniers préparatifs du centenaire de la Confédération. Aux États-Unis, c'est la contestation à la guerre du Vietnam et, à travers le pays, le Flower Power. Nous sommes près des événements de mai 68 en France, de l'explosion du nationalisme au Québec, du festival Woodstock aux États-Unis. Mais en même temps, cette fin juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la chute des nations. Chute des nations prévue par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto, Canada. Cette réunion secrète, hautement confidentielle, est organisée par les 666, c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète, dont le pétrole fait partie, et les 6 plus grands consortiums de l'agroalimentaire, dont fait partie le contrôle des principales routes alimentaires du monde. Ces 666 étant les plus hauts responsables de la finance internationale, vont définir à l'intérieur de leur réunion une stratégie commune en vue de la mainmise absolue sur le commerce mondial, sur la possession de l'arme énergétique, porte ouverte sur le XXIe siècle, et sur le contrôle international de l'agroalimentaire, lequel comprend aussi pour eux les consortiums pharmaceutiques comprenant à leur tour le marché mondial des vitamines et des vaccins. Leur plan se résume à 3 orientations majeures: l'économique, le politique et le social pour les années 70 et 80. S'il est réussi, le plan doit irrémédiablement déboucher sur la prise du pouvoir mondial par la mise en place du Nouvel Ordre mondial, le même dont le président américain George Bush fera tant la promotion au début des années 70. Titre du document des 666. Panem et circenses, du pain et des jeux du cirque. But du projet mondialiste, le génocide du vital au profit du rentable occulte. Moyen de financement du projet, entre autres, se servir de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire internationale, afin de financer les multinationales des 666. Le document. Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par l'esprit d'errance des hommes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir, sous toutes ses formes. Ce loisir doit se composer du sexe, des drogues, du sport, des voyages, l'exotisme, et des loisirs en général. Mais tout cela rendu accessible à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne, et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement. Et tout cela, maintenant, et de tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias. Radio, télévision, journaux. Les milieux de la mode et de la culture. Les milieux de la nouvelle musique, par lesquels nous influencerons à coup sûr toutes les couches des sociétés occidentales. Ainsi, en tenant sous la coupe des sens la jeunesse, c'est-à-dire les adultes de demain, nous aurons par conséquent la voie libre pour infiltrer et transformer en profondeur, sans en être inquiétés, le politique, le système légal et l'éducation, ce qui nous permettra de modifier en profondeur le cours, l'orientation future des sociétés visées par notre plan. Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique. Ils répètent inlassablement les erreurs du passé sans se rendre compte
que ces mêmes erreurs avaient conduit leurs pères avant eux aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle. Voyez par exemple ce que leurs grands-pères ont vécu au début de ce siècle grâce au travail acharné de nos prédécesseurs. Après avoir connu sans limite la libération des mœurs, l'abolition de la morale, en d'autres mots l'errance de l'esprit, ils expérimentèrent la crise économique puis la guerre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droit vers un aboutissement semblable, pire encore car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre nouvel ordre mondial, sans qu'aucun d'entre eux ne soit à même de s'en rendre compte, trop préoccupés qu'ils seront tous à satisfaire exagérément leurs besoins sensuels les plus primaires. Une norme générale, plus qu'importante, et qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle dans la construction et la mise en place du système communiste, par exemple, par les regrettés hauts officiers de nos loges, est la rentabilité de l'exception. En principe, nous le savons, l'exception prouve la règle générale qui lui est contraire. Mais dans notre vocabulaire, l'exception, c'est ce qui doit être imposé à tous. Nous devons faire en sorte de faire des exceptions dans différentes sphères de la société, comme devant être de nouvelles règles, règles générales applicables à tous, un objectif premier de toutes les futures contestations sociales menées par la jeunesse des nations. Ainsi, l'exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans un essoufflement et une confusion sans précédent. Les fondements de la société occidentale, dans leur essence, proviennent en droite ligne de l'héritage chrétien. C'est précisément ce même héritage qui fit de la famille le nœud, la pierre angulaire de tout l'édifice social actuel. Nos prédécesseurs qui avaient financé les écrivains révolutionnaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle avaient compris l'importance de fractionner, puis de faire éclater ce noyau vital s'ils voulaient, en Russie, parvenir à mettre en place le nouveau système communiste d'alors. Et c'est précisément ce qu'ils firent en faisant minutieusement produire par les philosophes et les écrivains non conformistes de l'époque un manifeste à la gloire de l'État-Dieu, celui-ci ayant la primauté absolue sur l'individu et sur la famille. Pour aboutir avec certitude à la construction d'un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial communautaire, où tous les individus sans exception seront soumis à l'état mondial de l'ordre nouveau. Nous devons en premier lieu faire disparaître la famille, ce qui entraînera du même coup la disparition des enseignements religieux ancestraux, et en deuxième lieu, niveler tous les individus en faisant disparaître les classes sociales, en particulier les classes moyennes. Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent comme étant issus de la volonté populaire, qu'ils aient l'apparence de la démocratie. En se servant de cas isolés, mais en les amplifiant à l'extrême, avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par nous, de journalistes favorables à notre cause et de politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les apparences de la modernité, tel un bureau de la protection de l'enfance protégé par une charte des droits et libertés. Pour la réussite de notre plan mondial, le plan rouge, il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance, dont les fonctionnaires, de jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université où sont mis en évidence nos principes mondialistes, feront respecter à la lettre sans discernement la charte des droits de l'enfant. Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen-Âge? Cette charte, laborieusement mise au point dans nos loges, nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, ce qui provoquera inéluctablement, d'une manière générale dans la société, un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi, nous aurons réussi, dans un premier temps, à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50,
où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à l'État le rôle parental, il nous sera plus facile par la suite de nous accaparer une par une de toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'à date du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant l'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. Dans un même temps, mais à un autre niveau, nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses, de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie, doivent toutes être respectées au même titre les unes que les autres. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales telles les Nations Unies. Comprenons bien ceci, notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement puis la chute des nations qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle les bureaux de protection de l'enfance doivent être investis d'une autorité légale absolue. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, de pouvoir retirer ces derniers de leurs milieux familiaux originels et les placer dans des milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et religieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. Car, sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront être ainsi définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral, et représentés par voie de conséquence naturelle des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans ces bureaux au service de l'État soient jeunes, sans expérience passée, imbus de théories que nous savons vides et sans efficacité, et surtout soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacée. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels au bien-être de l'enfant ici considéré comme étant un dieu. Un bureau de la protection de l'enfance et une charte des droits de l'enfant n'ont aucune raison d'être sans enfants menacés. De plus, les exceptions et les exemples historiques utilisés pour leur mise en place finiraient tôt ou tard par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par de nouveaux cas se produisant sur une base continue. En ce sens, nous devons infiltrer le système d'éducation des nations pour y faire disparaître, sous le couvercle de la modernité et de l'évolution, l'enseignement de la religion, de l'histoire, de la bienséance, tout en diluant en même temps, sous une avalanche d'expérimentations nouvelles dans le milieu de l'éducation, celui de la langue et des mathématiques. De cette manière, en enlevant aux jeunes générations toute base et toute frontière morale, toute connaissance du passé, donc toute fierté nationale, donc tout respect d'autrui, tout pouvoir par la connaissance du langage et des sciences, donc sur la réalité, nous contribuerons à fabriquer une jeunesse largement disposée à toutes les formes de délinquance. Dans ce nouvel univers morcelé par la peur, les parents et leur abandon de toute responsabilité face à leur enfant, nous aurons la voie libre pour former à notre manière et selon nos objectifs premiers, une jeunesse où l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les nouvelles bases de l'affirmation de soi et de la liberté. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. 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 Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents.